programme vous est offert par Illico Cash. À la une de cette édition du journal, le chef de l'État a annoncé hier à Davos la création d'un vaste projet dénommé Corridor vers Kivu-Kinshasa qui vise d'un côté à protéger les forêts du bassin du Congo, mais aussi l'aspect social, faciliter le transport alimentaire de l'Est à l'Ouest. Mais sauf que la société civile n'est pas très convaincue de ce projet, pas très suffisamment étudié et fait à la va-vite. On sera au téléphone avec un expert. Et si le M23 semble avoir des gains territoriaux dans l'Est sur le plan communicationnel, la RDC est passée à la vitesse supérieure. Patrick Muyaya, en tournée médiatique en France, a affirmé que l'option de la guerre contre le Rwanda n'est pas exclue. Mais en Russie, c'est la paix qui est maintenant débattue. Donald Trump a brandi la menace d'une sanction à la Russie, à moins que celle-ci accepte de dialoguer avec l'Ukraine. Le président américain l'a dit sur son réseau social Truth Social. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. C'est un vaste projet qui va notamment déboucher sur la création de la plus grande réserve forestière tropicale protégée au monde. Le corridor vert Kivu-Kinshasa, long de 550 000 km², vise à sauvegarder l'avenir du bassin du Congo, c'est l'aspect environnemental, mais aussi contribuer à stimuler la croissance économique afin de réduire la violence et d'unir l'Est de l'Ouest de notre pays. Mais enfin, l'aspect le plus important, il permettra de transférer chaque année 1 million de tonnes de nourriture de Kivu vers Kinshasa. Est-ce un projet réaliste? On en parle avec un expert, je vous l'annonçais dans les titres. Monsieur Kajemba est avec moi au téléphone. Il est membre de la société civile environnement. Bonjour Monsieur Kajemba, on va faire un peu de pédagogie. D'abord, comment expliquez-vous en des termes simples à nos téléspectateurs ce projet de corridor vert? Le corridor vert, ce n'est pas une construction, c'est un espace qu'on veut, disons, sécuriser. Il y a des communautés dedans, il y a tout ce qui est activité. Et l'ensemble des activités doivent aller dans le sens de protéger la forêt, donc d'être vert. C'est un peu ça l'idée qu'on a de ce corridor jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est très simple, c'est un espace, un giga espace, un très grand espace où on va travailler avec les communautés, tout le monde, pour essayer un peu de préserver les forêts qui sont là-bas. Justement, pensez-vous qu'il peut réduire ou aider à terminer la guerre dans l'Est? Bon, je crois que c'est une façon de neutraliser. C'est vraiment un projet, à notre avis, qui est difficile et qui est très compliqué à être réalisé vu le contexte. Parce qu'il devait être précédé des études d'impact environnemental et social, devait être précédé d'un travail fort de vulgarisation et de conscientisation, pour arriver un peu à trouver, à voir un peu comment est-ce que ce projet pourra transformer la vie des communautés. Par rapport à la fin de la guerre, c'est, bon, comme le projet a annoncé, je ne sais pas le montage qu'il y a, et que vous savez qu'il y a beaucoup de combattants qui sont dans les fronts là-bas, parce qu'ils sont abandonnés, détenus et tout ça. Et s'il y a un couloir qui offre de l'emploi, offre du travail, ça peut un peu réduire un peu l'adhésion de populations aux velléités de guerre. Et quels sont les obstacles possibles à ce projet? Vous voyez, dans cet espace-là, il aurait fallu qu'il y ait un travail approfondi. Je pense qu'il faut encore requalifier les projets. Requalifier, c'est-à-dire faire un travail approfondi sur la cartographie d'ailleurs elle-même, parce que les décrets lui-même, quand ils nous présentent les cartes, les espaces, c'est pas aussi clair. En plus, vous savez que c'est un méga projet comme celui-là, il empiète et les zones urbaines, et les zones rurales, et les communautés et tout. Donc, il faut absolument qu'il y ait un travail participatif et inclusif qui détermine effectivement quels sont les espaces, comment est-ce que réellement, concrètement, ça va se passer. Ce travail jusque-là n'a pas été encore fait, et il a été seulement avec les données que nous avons. On s'est limité avec le projet de création qui a de très bonnes intentions, notamment dans ce rapport, qui montre des intentions qu'on a, qui aura fait un travail en amont, un grand travail pour
l'appropriation, pour l'inclusion, pour la participation et pour surtout éviter les conflits qui peuvent être générés à travers la superposition de terres. Mais vous avez quand même salué le projet. Nous, on était surpris, on n'a pas été informés. C'est pas jusque-là, nous on a suivi dans un discours, le discours du chef de l'État, ce qui nous a très surpris parce que des travaux comme ça, on peut les faire ensemble parce qu'il y a des communautés qui sont dans ces espaces-là. Il y a tout un travail qui devait être fait en amont. On ne peut pas quand même déclarer comme ça quelque chose. Et voilà. Donc, nous, on voit que c'est une bonne idée, mais c'est très ambitieux et on ne sait pas comment vraiment ça va se passer. Je le disais, il est en tournée médiatique en France. Le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement a démystifié sur les plateaux français ce qui s'apparente à une percée du M23 pour Patrick Muyaya. C'est le Rwanda essentiellement qui est sur notre sol. Les autres, ce sont des pantins. Dans une interview qu'il a accordée à France 24, le porte-parole du gouvernement a réaffirmé que nous sommes déjà dans l'option de la guerre. C'est hier mercredi à Paris que le ministre de la Communication et Médias a abordé la question de la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Sur le plateau des France 24, Patrick Muyaya, en tournée médiatique pour contrer la percée des ennemis, est revenu aussi sur le débat sur la réforme constitutionnelle. D'un ton ferme, solennel et visiblement exaspéré par la tournure que prennent les événements au front, le ministre a précisé que c'est les Rwandais qui est derrière les rebelles. Le M23 n'existe pas, ce sont des pantins. Que le fondement principal de cette guerre, c'est une guerre économique. Il faut mettre la main à tout prix et garder la main à tout prix sur les ressources de la RDC. Les M23, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, n'existent pas. C'est un groupe de pantins qu'on met au devant lorsque on a suffisamment avancé. Il y a des rapports qui sont connus d'ailleurs. Des experts des Nations Unies qui ont eu l'occasion de l'aborder. C'est pas seulement la présence des milliers de militaires, mais c'est aussi la présence du matériel qui a encore une fois été documenté et dénoncé par les experts des Nations Unies. À la question d'un Marc Parelman sur le processus de Luanda, le ministre de la Communication a rétorqué qu'il n'est pas mort. Si cela devrait arriver, ça causerait l'échec de toute la communauté. Le processus de Luanda, quoi qu'il en soit, c'est le processus qui a été mondialement reconnu pour être le cadre qui va... Je n'irai pas comme vous pour dire qu'il est mort, simplement parce que le président rwandais a choisi de continuer de s'aimer la mort dans l'Est de la RDC. C'est les processus d'ailleurs qui méritent aujourd'hui d'être sauvés entre guillemets, tel que vous vous dites, parce que s'il est mort, ça veut dire que toute la communauté internationale aura échoué. Patrick Muyaya a affirmé que l'option de la guerre est une option qui est envisagée car la RDC y est déjà, sachant que le groupe armé a fait une percée sur Bweremana au Nord Kivu et Minova au Sud Kivu récemment. Et face à la menace sécuritaire qui pèse sur Goma, encerclée de part et d'autre par les rebelles rwandais du M23, la Lucha est vent debout et a pris une initiative salutaire presque. Elle a appelé à une mobilisation et à la résistance de tous les Congolais. Les mouvements citoyens a aussi exigé la présence immédiate du ministre de la Défense et du chef d'état-major général à l'est du pays pour coordonner les opérations en déant 48 heures, faute de quoi elle exigerait leur démission. Dans son communiqué récemment rendu public, les mouvements citoyens Lucha a détaillé les récentes pertes de localités stratégiques dans les territoires de Kalehe, au sud Kivu, et alerte sur la situation de Goma, des gens en état de siège. Pour ce mouvement, les habitants de ces zones font face à une crise humanitaire dramatique. Pendant ce temps, les mouvements critiquent l'inaction et le manque des réactivités des autorités congolaises, ainsi que le silence jugé coupable de la communauté internationale. Lucha appelle à une mobilisation populaire pour défendre les territoires nationaux en exigeant la présence immédiate des responsables militaires sur le terrain et propose des réformes structurelles, notamment pour renforcer l'armée congolaise. Elle réclame également des sanctions contre le Rwanda et ses alliés et la rupture de relations diplomatiques avec Kigali et Kampala. Ce communiqué souligne un sentiment croissant de frustration face à la lenteur des réponses apportées à cette crise. Face à une situation qualifiée de tournant critique, la Lucha insiste, les temps n'est plus au discours. Une mobilisation nationale semble désormais indispensable selon les mouvements pour protéger l'intégrité du territoire congolais. Reste à savoir si ces revendications seront suivies des faits, alors que l'Est du pays continue de faire face à des défis sécuritaires et humanitaires sans précédent.
Et toujours au sujet de la situation sécuritaire dans l'Est, cette décision, il n'est plus question de circulation des petites embarcations le jour tout comme la nuit sur le lac Kivu. C'est une décision du gouvernement militaire provincial du Nord Kivu. Elle est entrée en vigueur depuis hier, le 22 janvier. Elle vise notamment à limiter toute infiltration des terroristes M23 soutenus par le Rwanda. On va suivre justement le communiqué de presse qui est ici présenté par le porte-parole militaire, le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume. Il est porté à la connaissance de l'opinion publique du Nord Kivu que suite à la situation sécuritaire qui prévaut aux environs de la ville d'Egoma, causée par l'agression rwandaise sous le label du M23-AFC, notamment à son ouverture au lac Kivu. Il est formellement interdit la navigation diurne et nocturne des petites embarcations appelées pirogues sur le lac Kivu entre les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu jusqu'à nouvel ordre. Sur ce, les services spécialisés sont instruits de veiller sur l'application de cette mesure. Les contrevenants subiront la rigueur de la loi. Faite à Goma, le 22 janvier 2025, le gouverneur de province ad intérim, Chirimwa Minkuba Peter, général-major. On change de province à présent. Situation sécuritaire dans le Haut-Katanga. Le député national Jethro Muyombi Chimbu séjourne à Kinshasa. L'élu de Lubumbashi est à la recherche des solutions à la crise sécuritaire dans sa province. C'est en pleine vacances parlementaires que l'élu du peuple louchois s'en est privé pour chercher à quelle porte frapper en vue de stopper l'insécurité criante constatée dans le Haut-Katanga. Jethro Muyombi Chimbu garde le même souci contre les exactions de guerre dans l'est de la RDC. Comme il y a une question urgente, celle à savoir de la sécurité, nous ne passons pas nos vacances qu'en dehors du pays, les vacances parlementaires. Pour moi, je n'appelle pas ça vacances parlementaires comme tel, j'appelle ça travail sur terrain. Donc travail parlementaire sur terrain. Déjà en décembre 2024, l'élu de Lubumbashi a fraternisé avec plusieurs couches de sa population, dont plusieurs vaches abattues, des vivres et non-vivres, pour tenter de fêter avec plusieurs. Nous avions voulu partager ce qu'on a. On a voulu partager avec les nôtres, qui sont nos électeurs d'ailleurs, et qui sont la population de la ville de Lubumbashi. Un peu de la nourriture, une façon de montrer l'amour, l'unité et la proximité envers la population. Et les enfants en rupture familiale ne sont pas en reste face à l'honorable député. Nous avons d'abord commencé par avoir des séances de travail avec, par exemple, le ministre national de l'Agriculture, parce que vous savez, l'agriculture, c'est un secteur aussi clé par lequel passent des milliers d'emplois. Nous nous sommes entretenus aussi avec les différents ministres dans les secteurs industriels. Si nous créons des industries, si par exemple on peut attirer beaucoup plus les investisseurs pour avoir assez d'industries, je crois que la barbarie va diminuer. L'infatigable Jethro Muyombi s'est distingué pour son attention soutenue à la population louchoise ainsi que la rapidité de transmettre les desiderata de ses électeurs au Parlement et au gouvernement. Et l'actualité à l'international à présent, Donald Trump a publié hier sur son réseau social Truth Social une autre menace contre la Russie qu'il appelle à trouver un accord avec l'Ukraine, à défaut de quoi il serait obligé de leur infliger de nouvelles sanctions. C'est la deuxième fois qu'il s'exprime sur le sujet depuis sa dernière élection. Il avait dit pour la première fois que Vladimir Poutine était en train de détruire la Russie en refusant de sceller un accord avec Kiev.
Il est temps de trouver un accord, sans quoi la hausse des niveaux de taxes, de droits de douane et des sanctions seront imposées à la Russie si elle ne coopère pas. Ce sont les propos du nouveau président américain tenus sur les réseaux sociaux Truth, une menace ouverte à l'endroit de Poutine. Je ne sais pas si Poutine le souhaite, peut-être pas, mais il devrait le faire. Je crois qu'il est en train de détruire la Russie en ne scellant pas un règlement, avait-il estimé. Donald Trump a même rappelé combien la Russie avait aidé les Alliés à vaincre l'Allemagne nazie. Une main tendue à laquelle la Russie veut bien répondre ce jeudi. Le Kremlin se dit prêt à dialoguer dans les respects mutuels avec le président américain Donald Trump. Les milliardaires républicains réélus le 5 novembre a plusieurs fois affirmé qu'il préparait une rencontre au sommet avec le président russe pour en finir avec ce conflit déclenché par l'invasion de l'Ukraine le 24 février 2022. Par ailleurs, l'Ukraine craint néanmoins d'être poussée à la table de négociation en position défavorable car il est en difficulté sur le front. Selon certaines sources fiables, quelques responsables de Kiev ont insisté pour que tout accord de paix garantisse des conditions favorables à l'Ukraine. On va terminer en sport football. Le vétéran club Union de Sage a regagné la ville de Goma au Nord Kivu, son fief depuis mercredi après son séjour à Dubaï aux Émirats arabes unis. Sur place à Dubaï, le club le plus célèbre de le vétérinaria et qui a représenté la RDC au tournoi de paix dans l'Est, qui a livré 3 matchs avec les clubs locaux avec comme résultat 1 victoire et 2 matchs nuls. Un résultat très satisfaisant car le VC Union de Sage compte aller livrer d'autres matchs de ce genre dans d'autres pays d'Afrique pour vendre l'image positive de l'Est de la RDC menacée par la guerre. Après avoir valablement représenté la RDC pendant 9 jours à Dubaï, au tournoi international dédié à la paix dans l'Est du pays, le club Union des Sages de Goma rentre dans son fief. Ces vétérans du football sont satisfaits de leur parcours aux Émirats arabes unis. Nous pensons que les objectifs ont été atteints du fait que à la première rencontre déjà nous avons eu à battre la première équipe et suite à la fatigue nous avons joué 2 matchs nuls avec les deux équipes qui restaient. Et comme vous allez le constater, messieurs les journalistes, ce sont les équipes en compétition. Un tournoi de la paix parce que tout simplement, nous voulons la paix. Le football est un vecteur de la paix et les vivre ensemble, a rappelé Christian Lumwanga, membre de l'Union des Sages et président en exercice de l'entente urbaine de football de Goma. Il a également félicité les présidents Bezo Malekera et Eric Moussangania pour la participation de cette équipe congolaise à ce rendez-vous international du ballon rond. Remercier d'abord le comité de l'Union des Sages, remercier aussi tous les publics et tous les membres de l'équipe, ainsi que tous les vétérans clubs d'une manière générale. Ces 3 matchs livrés par les ambassadeurs de la RDC à Dubaï lors de ce tournoi de la paix et d'échange d'expérience, le club Union des Sages de Goma n'a perdu aucun match sur les 3 livrés. Au passage, l'équipe du Nord Kivu a eu à battre une équipe de Dubaï. Elle projette jouer prochainement dans d'autres régions du monde et va répondre à l'invitation des East Africa Community. On va prendre le rappel des titres à présent. Le président de la République a annoncé à Davos hier la création d'un vaste projet dénommé Corridor vers Kivu-Kinshasa qui vise d'un côté à protéger les forêts du bassin du Congo, mais aussi l'aspect social, faciliter le transport de nourriture de l'Est à l'Ouest. Mais sauf que la société civile n'est pas très convaincue du projet, pas très suffisamment étudié et fait à la va-vite. Et si la M23 semble avoir des gains territoriaux dans l'Est, sur le plan communicationnel, la RDC est passée à la vitesse supérieure. Patrick Mouyaya, en tournée médiatique en France, a affirmé que l'option de la guerre contre le Rwanda n'est pas exclue. Mais en Russie, c'est la paix qui est maintenant débattue. Donald Trump a brandi la menace d'une sanction contre la Russie, à moins que celle-ci accepte de dialoguer avec l'Ukraine. Le président américain l'a dit à nouveau hier sur son réseau social. On va passer à présent à la revue de presse. Restez avec nous, madame, messieurs.
On va lire les journaux parus ce jeudi avec Moïse Chamala, l'homme du moment. Je vais le retrouver de ce côté du studio. Moïse, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Gaëtan Kouba-Bouranzi, merci et bonjour à tous ceux qui nous suivent dès partout en RDC. Ce jeudi, les journaux parus ce matin se focalisent sur l'annonce phare du chef de l'État à Davos concernant la création du corridor vers Kivu-Kinshasa. Exactement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, les mots du chef de l'État, Gaëtan, les corridors vers un espoir pour la RDC et la planète. Eh bien, Gaëtan Kouba-Bouranzi, ces titres ou ces mots reviennent également à la une du quotidien. Les phares, Gaëtan Kouba-Bouranzi, qui écrit Tshisekedi annonce la création du corridor vers Kivu. Kinshasa, Gaëtan Kouba-Bouranzi, ces quotidiens décrit cette future réserve comme une initiative majeure visant à préserver les bassins du Congo, véritable poumon de la planète, s'étendant sur 550 km², dont 288 km² des forêts primaires et 60 000 km² des tourbières intactes. Ces projets, Gaëtan, s'étendent d'exploiter durablement les ressources du fleuve Congo pour soutenir un développement économique propre. De son côté, les quotidiens Info 27 soulignent que ces corridors s'inscrivent dans une vision globale des luttes contre les changements climatique et de préservation de la biodiversité tout en favorisant un développement économique inclusif pour la RDC. Forum des As, lui, renchérit les tableaux en rapportant les propos du président Gaëtan Kouba-Bouranzi. Ces derniers affirment que ces projets permettra d'améliorer la vie des 31 millions de personnes, protégera 108 000 km des forêts vierges et créera 500 000 emplois, dont 20 000 destinés aux jeunes démobilisés des groupes armés. Gaëtan Kouba-Bouranzi, le chef de l'État, présente cette initiative comme une stratégie pour revitaliser l'économie, renforcer les communautés locales et promouvoir une paix durable dans l'Est du pays. Enfin, les quotidiens, les journaux adoptent une position plus critique. Ces quotidiens estiment que malgré ses ambitions environnementales, ces projets pourrait détourner l'attention, Gaëtan Kouba-Bouranzi, des projets déjà mis au service des Congolais pour l'économie plus concrète, pour les bien-être immédiats des Congolais. Il évoque également les décrets signés par la première ministre Judith Suminwa portant création de cette aire protégée dénommée Corridor vers Kivu-Kinshasa. Et le plaidoyer de Patrick Mouyaya en faveur de la paix et de la souveraineté congolaise a aussi retenu l'attention des médias et sites parus ce jeudi. Effectivement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, en parallèle, PPL News revient sur l'intervention du ministre des Communications et Médias, Patrick Mouyaya. Gaëtan Kouba-Bouranzi, lors de son passage sur France 24, le porte-parole du gouvernement a exhorté la communauté internationale à prendre des sanctions sévères contre les Rwandais. Gaëtan Kouba-Bouranzi, qu'il accuse de soutenir les M23 pour exploiter illégalement les ressources naturelles de l'Est de la RDC. Gaëtan Kouba-Bouranzi. Si d'un côté les politiques sont sur les fronts et diplomatiques et médiatiques, de l'autre côté les Congolais se questionnent. C'est le cas également de maître Jean Bosco Badibanga qui pose 6 questions au chef de l'État Gaëtan Kouba-Bouranzi. À savoir, la première question, si la RDC doit demander continuellement des sanctions contre les Rwandais auprès de la communauté internationale, à quoi auront servi tous les rapports publiés au cours des 10 ans par l'ONU incriminant les Rwandais comme auteurs? La deuxième question, pourquoi au déclenchement de la guerre Russie-Ukraine, la communauté internationale n'a-t-elle pas attendu les rapports des Nations Unies pour prendre des sanctions lourdes contre la Russie et Vladimir Poutine? La troisième question, face à ces comportements injustes de la communauté internationale, jusqu'où les gouvernements de la RDC est-il prêt à aller dans la mendicité des sanctions à l'encontre du Rwanda avant de réaliser qu'il s'agit d'un silence complice? Et la quatrième question, Gaëtan Kouba-Bouranzi, l'aide fournie par la communauté internationale pour soutenir les efforts de guerre de l'Ukraine contre la Russie envoisinerait aujourd'hui à 150 milliards de dollars dans 3 ans. À quelle hauteur les gouvernements de notre pays peut-il évaluer l'aide reçue de la même manière par la communauté internationale? Et la cinquième question, pourquoi notre guerre face au Rwanda n'a jamais franchi la frontière congolaise pour affecter aussi la population civile rwandaise au point de lui infliger des catastrophes humanitaires locales comme c'est toujours le cas chez nous? Pour finir, à quelle hauteur les gouvernements congolais évalue-t-il
les effets de la guerre contre les Rwandais Gaëtan, notamment sur la population victime, sur notre écosystème et sur notre économie nationale. Je te remercie Moïse Tiamala pour cette revue de presse. Je vous en prie Gaëtan Kouba-Bouranzi. C'est donc par ici que va se refermer ce journal. Merci à vous aussi, madame, monsieur, de l'avoir suivi. Très bon après-midi chez vous. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Incocash. L'inspection générale de finances s'élance dans une grande campagne de sensibilisation de la jeunesse à s'impliquer dans la lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics en 2025. Ce mercredi 22 janvier, l'inspecteur général de finances, chef de service, a été reçu en audience par la ministre de la Jeunesse, Noéla Aeganagato, pour un échange stratégique de lancement d'une campagne de sensibilisation de la jeunesse dans la lutte contre la corruption. En effet, les Nations Unies ont placé l'année 2025 dans le cadre de la lutte contre la corruption comme année de mobilisation de la jeunesse contre ces fléaux. Comme vous pouvez vous imaginer, les Nations Unies ont décrété l'année 2025 comme l'année de la mobilisation de la jeunesse dans la lutte contre la corruption. Et nous ne pouvons pas entamer des actions dans le cadre de la jeunesse sans nous référer à l'autorité nationale qui gère la jeunesse. Voilà pourquoi nous sommes venus voir son Excellence Madame la Ministre pour obtenir ses orientations, ses conseils et comment cette campagne va être organisée et solliciter d'elle le parrainage de cette campagne 2025 de la lutte contre la corruption. Pour sa part, la ministre de la Jeunesse a loué l'initiative de l'IGF qui tombe à point nommé car la jeunesse congolaise est appelée à changer les narratifs dans la lutte contre la corruption. Nous parlons aujourd'hui de changement de narratif. Le changement de narratif doit passer sur normalement tous les aspects. Et la lutte contre la corruption est un sujet capital sur lequel nous devons nous y atteler, en parler, vulgariser cela pour que les jeunes comprennent encore une fois que c'est eux qui ont les clés de ce changement-là. Pour rappel, l'IGF avait organisé, sous les auspices du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en décembre 2024, une conférence regroupant les institutions de contrôle des finances publiques et le président de la République avait promis à ses hôtes que la RDC allait mettre en œuvre la recommandation des Nations Unies pour sensibiliser les jeunes contre la corruption. De commun accord, le ministère de la Jeunesse et l'inspection générale de finances vont lancer sur toute l'étendue du territoire national une vaste campagne visant à former la jeune génération à repousser les antivaleurs de la corruption pour un lendemain meilleur.